Nous, les mères, avons un sixième sens qui ne vieillit jamais. On sait quand la fièvre de notre enfant va monter avant même de poser la main sur son front. Et on sait aussi quand il y a quelque chose de profondément pourri qui se trame sous notre propre toit. Cela faisait des jours qu'Éloi se comportait de manière étrange, mesurant les coins de la pièce des yeux, touchant les meubles anciens avec une froideur calculée, comme s'il en évaluait secrètement le prix. Mais quand il s'est offert pour me préparer ma tisane du soir, ah, c'est là que j'ai su. Éloi ne m'avait pas préparé une tasse de quoi que ce soit depuis des années, je crois bien depuis que son père est décédé et qu'il est devenu cet homme froid, distant, qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Alors que je tenais la tasse chaude entre mes mains froides, sentant son empressement pour que je boive vite, j'ai compris que la plus grande bataille de ma vie allait commencer juste là, sur la table de ma propre cuisine. Je vis dans cette maison de Saint-Rémy-de-Provence depuis plus de 50 ans. Chaque pierre de ces murs respire l'histoire de ma famille. Chaque fissure raconte une saison passée. L'odeur de lavande qui entre par les fenêtres, aux volets bleus, portés par le vent du Mistral, c'est l'odeur de mon bonheur. Mais c'est aussi le parfum de mes chagrins silencieux. C'est ici que j'ai élevé Éloi, toute seule, après que mon Pierre m'a quitté beaucoup trop tôt. J'ai tout donné à ce garçon. Le meilleur morceau de pain à table, le manteau le plus chaud l'hiver, et tout l'amour qui pouvait tenir dans mon cœur de veuve. Je croyais naïvement qu'en vieillissant, ces murs seraient mon refuge intouchable et lui, mon gardien fidèle. Quelle sotte j'ai été. L'amour maternel, parfois, nous rend complètement aveugles face aux monstres que nous avons nous-mêmes aidés à créer. Ce soir-là, le rituel semblait être le même, mais l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Il était 9 heures du soir. L'horloge à balancier du salon tic-taquait lentement, chaque battement résonnant comme un avertissement que je refusais d'entendre au début. Je me suis assise à la vieille table en bois massif, celle-là même où Éloi faisait ses devoirs d'école quand il était petit, et où maintenant, il me regardait avec une impatience mal dissimulée. La lumière jaunâtre de la cuisine éclairait mes cheveux gris et mes mains qui tremblaient un peu. Pas à cause de mon âge, non, mais à cause d'un pressentiment terrible qui me serrait la poitrine à m'en couper le souffle. Je voyais la sueur froide perler sur son front, la façon nerveuse dont il tapait du pied sur le sol en pierre. « Bois, maman, ça va refroidir », m'a-t-il dit, d'une voix qui essayait de paraître affectueuse, mais qui sonnait métallique, fausse, vide de tout sentiment réel. J'ai regardé la tisane de tilleul. Il savait que je ne pouvais pas fermer l'œil de la nuit sans elle. Et il savait aussi qu'avec cette tisane, je prenais mes comprimés pour la circulation et pour m'aider à me reposer. C'était lui-même qui était allé chercher la petite boîte à la pharmacie cet après-midi-là, une corvée qu'il ne faisait absolument jamais. Quand il a déposé les 2 petits comprimés blancs au creux de ma paume, ses yeux n'ont pas osé croiser les miens. Son regard a fui vers la fenêtre, vers l'obscurité opaque de la nuit provençale. C'est à cet instant précis que mon doute s'est transformé en une certitude glaciale. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose de très très grave. J'ai porté la main à ma bouche, simulant le geste d'avaler, et j'ai bu une généreuse gorgée de tisane. Il a poussé un soupir, un petit son de soulagement qui m'a soulevé le cœur de dégoût. Ce qu'il n'a pas vu, ce que son égoïsme aveugle ne lui a pas permis de remarquer, c'est que les comprimés étaient restés cachés sous ma langue, laissant un goût amer et poudreux dans ma bouche. Je ne suis pas une vieille folle, Éloi. Je suis la femme qui t'a appris à marcher, celle qui connaît chacune de tes ruses, depuis que tu as 5 ans. Vous savez, vous raconter tout cela me blesse au plus profond de l'âme. C'est tellement dur d'admettre que la chair de sa chair puisse être capable d'une telle cruauté sournoise. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment êtes aussi des mères, des grands-mères, et que vous comprenez peut-être cette douleur silencieuse et lourde que je suis en train de vous décrire. Si cette histoire touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous demande de soutenir la chaîne. Laissez votre j'aime ici sur la vidéo. Abonnez-vous pour m'accompagner et découvrir ce que j'ai fait ensuite, et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez aujourd'hui. J'aimerais tellement savoir que je ne suis pas toute seule dans cette cuisine à me remémorer ce cauchemar. Mais revenons à cette nuit-là. Je suis restée là, immobile sur ma chaise, tenant ma tasse vide,
feignant que le sommeil m'envahissait déjà. J'ai fermé les yeux doucement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé ma tête pencher légèrement sur le côté, comme si mes forces m'abandonnaient. Je sentais son regard posé sur moi. Il m'étudiait, vérifiant si son petit plan sordide avait bien fonctionné. Le silence dans la cuisine était si absolu que j'arrivais à entendre le rythme de sa respiration, rapide et saccadée, et le petit craquement de ses doigts nerveux. Il a attendu de longues minutes, de bonnes 5 minutes qui m'ont paru être une éternité absolue pendant que je maintenais la comédie d'une vieille femme sans défense et droguée. C'est alors que j'ai entendu le grincement aigu de la chaise sur les tommettes. Éloi s'est levé. J'ai gardé mon corps parfaitement détendu, ma respiration lente et régulière. J'ai senti sa présence s'approcher. L'odeur du parfum cher qu'il s'achetait avec l'argent que je lui donnais encore, mélangée à l'odeur aigre de la peur qui émanait de lui. Il s'est arrêté juste derrière moi. Je pouvais sentir la chaleur de son corps dans mon dos. D'un mouvement lent, il a tendu le bras au-dessus de la table et s'est emparé de mon téléphone portable, qui était posé à côté de la tasse. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine, mais je n'ai pas bougé d'1 millimètre. Je devais savoir jusqu'où il était prêt à aller. Il a penché son visage tout près de mon oreille. Son haleine était froide. Et là, il a murmuré les mots qui ont brisé le reste de mon cœur en 1000 morceaux. Des mots que je n'aurais jamais pensé entendre de la bouche du petit garçon que j'ai bercé. « Tu ne te souviendras de rien, maman. Quand tu te réveilleras, tout sera déjà fini. Ce sera mieux comme ça. » J'ai senti une larme traîtresse qui voulait s'échapper du coin de mon œil fermé, brûlante, mais je l'ai retenue avec toute la force de volonté qu'il me restait. Je n'avais pas le droit de m'effondrer maintenant. Pas maintenant que je savais que mon propre fils complotait quelque chose de terrible contre moi dans la maison où il a grandi. Il s'est éloigné, glissant mon téléphone dans la poche de son manteau. J'ai écouté ses pas pressés quitter la cuisine et monter les escaliers en bois qui grinçaient sous son poids. Il croyait que j'étais anéanti, livré au sommeil forcé par les médicaments qu'il pensait que j'avais avalés. Il croyait que la voie était libre pour faire ce qu'il était venu faire cette nuit-là. Mais il se trompait lourdement. Dès que j'ai entendu la porte de sa chambre se fermer à l'étage, j'ai ouvert les yeux. La cuisine était toujours la même, la lumière jaune brillait toujours, l'odeur de lavande flottait encore. Mais je n'étais plus du tout la même Agnès qu'1 heure auparavant. J'ai craché les 2 comprimés intacts dans la paume de ma main et je les ai fixés avec horreur. Qu'est-ce qu'il avait bien pu me donner? Quel genre de fils fait une chose pareille à sa propre mère? La douleur de la trahison a été d'une violence inouïe, une douleur physique qui m'a déchiré les entrailles, mais juste après elle, quelque chose d'autre a pris le dessus, la fureur. La fureur absolue d'une lionne prête à défendre son territoire, même si l'envahisseur était son propre petit. Il pensait que je ne me souviendrais de rien. Mais je n'oublierai jamais, au grand jamais, le ton glaçant de sa voix. Je me suis levé doucement, en prenant bien soin de ne faire aucun bruit. La nuit à Saint-Rémy ne faisait que commencer, et Éloi était sur le point de découvrir qu'une mère trahie est capable de choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer dans ses pires cauchemars. J'ai monté les marches de l'escalier, une par une, dans un silence de mort. Vous n'imaginez même pas ce que j'ai vu en arrivant dans l'ombre du couloir. Ce que mon fils était en train de faire dans cette chambre a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur lui et sur notre passé. J'ai dû prendre une décision terrifiante là, sur le champ, dans l'obscurité. Et si vous voulez savoir quelle a été cette décision et ce que j'ai fait pour donner à Éloi une leçon qu'il n'oubliera jamais de sa vie, sans verser une seule goutte de sang, je vous attends dans la suite de mon récit. Je vous promets que le pire reste à venir. Chaque marche de cet escalier en bois, je la connais par cœur. Pierre les avait poncés lui-même l'été de nos 10 ans de mariage. Je sais exactement laquelle grince sous le pied gauche et laquelle est silencieuse. Pendant des années, j'ai monté ces marches pour aller border Éloi, pour ramasser ces petits soldats de plomb oubliés sur le tapis, pour vérifier, la main tremblante dans l'obscurité, s'il n'avait pas de fièvre. Ce soir-là, je les montais comme une étrangère dans ma propre maison, retenant mon souffle à chaque pas,
priant pour que mes genoux fatigués et mon cœur meurtri ne me trahissent pas. Le couloir était plongé dans une obscurité épaisse, à l'exception d'un fin rayon de lumière jaunâtre qui filtrait sous la porte du vieux bureau de mon défunt mari. La porte n'était pas complètement fermée. Elle était juste assez entr'ouverte pour me laisser voir le cauchemar éveillé qui se déroulait à l'intérieur. Je me suis collée contre le mur froid du couloir, le cœur battant si fort dans mes tempes que j'avais peur qu'il entende le tambourinement de mon propre sang. J'ai glissé mon regard par l'entrebâillement, retenant une respiration qui me brûlait les poumons. Éloi était là, de dos, penché sur le lourd bureau en acajou de pierre. Il avait allumé la petite lampe de notaire au globe de verre vert, et sous ce faisceau de lumière crue, ses mains s'agitaient avec une frénésie, une avidité que je ne lui connaissais pas. Il retournait les tiroirs avec violence, fouillait dans mes dossiers personnels, jetant sans aucun ménagement de vieilles photos de famille par terre. J'ai vu glisser sur le parquet la photo de ses 10 ans, celle où il soufflait ses bougies avec ce grand sourire innocent. Son pied l'a écrasé sans même s'en apercevoir, comme si notre passé n'était que des déchets encombrants. Mais ce n'est pas le désordre ou le manque de respect qui m'a coupé le souffle. C'est ce qu'il a fini par trouver, caché sous les vieux carnets de comptes. Du fond d'un tiroir à double fond que je croyais secret, il a sorti la grande chemise cartonnée bleue. Je la connaissais si bien. C'était l'acte de propriété de la maison, l'héritage de toute une vie de travail, ainsi que tous mes documents bancaires. Il les a étalés sur le sous-main en cuir du bureau, ses doigts tapotant le papier avec une satisfaction répugnante. Ensuite, il a sorti de la poche intérieure de sa propre veste de costume une liasse de papier flambant neuf. De là où j'étais, avec ma vue qui, curieusement, ne m'a jamais fait défaut dans les moments critiques, je pouvais lire l'entête médicale sur la première page. J'ai plissé les yeux, essayant de comprendre les termes imprimés en gras. Et puis, la vérité m'a frappé au visage avec la violence d'une gifle. C'étaient des formulaires officiels pour une mise sous tutelle. Des documents rédigés et signés par un médecin privé que je n'avais jamais vu de ma vie, attestant noir sur blanc que je perdais la tête, que je souffrais de démence sénile, que je n'étais plus capable de vivre seul et que ma mémoire défaillait dangereusement. Tout prenait sens soudainement, comme un puzzle macabre qui s'assemblait devant mes yeux. Les regards en coin ces derniers jours, les questions insistantes sur mes prétendus oublis, l'absence de la femme de ménage qu'il avait renvoyée sans m'en parler. Et maintenant, ces pilules dans ma tisane. Il ne voulait pas me tuer, non. C'était bien pire, bien plus cruel. Il voulait me rendre folle aux yeux du monde. Il voulait que je me réveille demain matin désorientée, confuse, incapable d'aligner 2 phrases cohérentes pour me défendre, pour pouvoir m'enfermer dans une maison de retraite médicalisée au milieu de nulle part. Ainsi, il pourrait vendre ce domaine provençal qui valait désormais une petite fortune et récupérer l'argent sans que je puisse m'y opposer. « Tu ne te souviendras de rien, maman », avait-il dit. Ce n'était pas juste l'effet d'une nuit de sommeil artificiel. C'était son plan machiavélique pour le reste de ma vie. Il voulait effacer ma voix, effacer mon existence tout en me gardant en vie. Vous savez, on dit souvent que la colère aveugle, mais à cet instant précis, je vous jure que je n'ai jamais vu les choses aussi clairement de toute mon existence. J'ai regardé cet homme élégant en costume, cet homme que j'avais porté dans mon ventre pendant 9 mois, et je n'ai ressenti qu'un vide immense à la place du cœur. Tout mon amour de mère s'est figé, remplacé par une glace tranchante. J'ai repensé aux nuits blanches passées à coudre ses vêtements quand l'argent manquait, aux sacrifices silencieux pour payer ses études de commerce à Paris, à mes propres rêves mis de côté, pour qu'il puisse avoir les siens. Et pourquoi? Pour qu'il vienne me voler ma dignité en cachette, lâchement, pendant qu'il me croyait endormi par des calmants? J'ai ravalé mes larmes, ravalé ma pitié. Je me suis promis à moi-même, dans l'ombre glacée de ce couloir, que je ne pleurerais plus jamais pour lui. Il voulait jouer au plus intelligent avec une vieille femme affaiblie? Très bien. Mais il avait oublié une chose essentielle, une erreur fatale. C'est moi qui lui ai appris à jouer, et c'est moi qui connais les règles de cette maison. Mon esprit s'est mis à tourner à toute vitesse. J'allais redescendre sur la pointe des pieds, retourner doucement m'asseoir sur ma chaise de cuisine et faire semblant de me réveiller avec la tête lourde et l'esprit embrumé,
pour le laisser croire que son plan fonctionnait à merveille. Il fallait que je gagne du temps. Il fallait que je retourne la situation contre lui sans qu'il ne s'en aperçoive un seul instant. Mais juste au moment où j'allais faire un pas en arrière pour amorcer ma descente, Éloi a poussé un petit grognement de frustration qui m'a cloué sur place. Il a balayé violemment les papiers médicaux du bureau et a commencé à fouiller frénétiquement les poches de mon vieux manteau d'hiver en laine qui était suspendu sur le dossier d'une chaise. Il cherchait autre chose, quelque chose de précis. Et quand il a sorti ce petit objet métallique de la doublure, la température de mon corps a chuté si brutalement que j'ai cru m'évanouir. C'était la lourde clé rouillée en fer forgé. La clé unique de l'ancienne cave à vin située tout en bas, sous les fondations de la maison. Un endroit sombre, humide, dont la lourde porte en chêne massif n'avait pas été ouverte depuis la mort de Pierre, il y a plus de 20 ans. Éloi a souri, un sourire avide et satisfait, a rangé les documents de tutelle dans sa sacoche et s'est dirigé à grands pas vers la porte du bureau. Il allait descendre à la cave. Mais ce qu'il ignorait totalement, ce que personne au monde ne savait à part moi, c'est que derrière cette porte verrouillée, il n'y avait ni bouteille de vin de collection, ni argent caché, ni trésor matériel. S'il tournait cette clé rouillée dans la serrure ce soir-là, il allait découvrir le seul et unique secret de famille que j'avais juré d'emporter dans ma tombe. Un secret enfoui depuis des décennies, et sa vie entière, tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, allait voler en éclats. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Collé contre le papier peint fleuri du couloir qui commençait à se décoller par endroits. J'ai fermé les yeux, priant pour que l'obscurité me protège, priant pour qu'il ne tourne pas la tête en sortant du bureau. La porte a grincé. J'ai senti le déplacement d'air provoqué par son passage, si proche de moi que j'aurais pu tendre la main et toucher le tissu rugueux de sa veste. L'odeur de son eau de Cologne, ce parfum boisé et cher que je lui avais offert pour son dernier anniversaire, m'a frappé de plein fouet. Avant, cette odeur me remplissait de fierté, celle d'avoir un fils qui avait réussi, qui présentait bien. Ce soir-là, elle m'a donné la nausée. Elle sentait le mensonge, la cupidité, la trahison la plus abjecte. Il est passé devant moi sans me voir, aveuglé par son arrogance et par la certitude que je dormais d'un sommeil chimique dans la cuisine. Ses pas étaient lourds, rapides, résonnant sur le parquet en chêne avec une assurance qui me donnait la chair de poule. Il se dirigeait vers le fond du couloir, là où un petit escalier de service descendait directement vers l'arrière-cuisine. C'était là que se trouvait la porte de la cave. Une lourde porte en bois massif, renforcée par des pentures en fer forgé, noircies par le temps. J'ai attendu que le bruit de ses pas s'éloigne un peu, puis, ravalant la douleur aiguë qui lançait dans mon genou droit, je me suis détaché du mur. Je devais le suivre. Je ne pouvais pas le laisser descendre là-dessous tout seul. S'il découvrait ce qui s'y cachait sans que je sois là pour contrôler la situation, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais protégé au prix de ma propre tranquillité d'esprit pendant des décennies, s'effondrerait en quelques secondes. Je me suis avancé à pas de loup. Chaque mouvement me demandait un effort de concentration immense. À 71 ans, le corps devient un instrument capricieux, plein de petites douleurs sourdes et d'articulations qui protestent. Mais l'adrénaline, cette force primitive que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse, parcourait mes veines, effaçant la fatigue de la journée. Dehors, le vent, notre fameux Mistral, s'était levé. Il soufflait par rafales violentes, faisant claquer les volets bleus de la maison et s'engouffrant dans la cheminée avec un hurlement sinistre. C'était une nuit parfaite pour les secrets. Le bruit du vent couvrait le craquement de mes propres pas. J'ai atteint le haut de l'escalier de service au moment même où il arrivait en bas. Je me suis penché au-dessus de la rampe en bois patinée, plongeant mon regard dans la pénombre de l'arrière-cuisine. Il avait allumé la petite ampoule nue qui pendait au bout d'un fil jauni. La lumière blafarde dessinait des ombres inquiétantes sur les murs en pierre apparente. Il se tenait devant la porte de la cave, la fameuse clé rouillée entre les mains. Il la regardait comme s'il tenait un lingot d'or. Mon cœur s'est serré d'une manière indescriptible. Il ne savait pas. Il ne pouvait même pas imaginer. Pour lui, cette cave fermée depuis 20 ans devait certainement renfermer les économies cachées de son père,
peut-être de vieilles bouteilles de vin d'une valeur inestimable, ou des objets d'art non déclarés qu'il pourrait revendre en toute discrétion pour financer son train de vie parisien, en plus de l'argent qu'il tirerait de la vente de la maison après m'avoir fait interner. La cupidité le rendait aveugle à la réalité. Je me suis souvenu du jour où Pierre avait verrouillé cette porte pour la dernière fois. C'était un après-midi de novembre, gris et pluvieux. Éloi n'avait que 10 ans. Il était à l'école. Pierre était remonté de la cave, le visage livide, les mains tremblantes, couvertes d'une poussière grise qui ressemblait à de la cendre. Il avait fermé la serrure à double tour, avait retiré la clé et m'avait regardé avec des yeux remplis d'une terreur et d'une honte que je n'oublierai jamais. « Plus personne ne doit jamais descendre là-dessous, Agnès », m'avait-il dit d'une voix brisée, presque un murmure. « Promets-le-moi, pour le bien du petit. Promets-moi que cette porte restera close jusqu'à ma mort, et bien après. » Et j'avais promis. Par amour pour mon mari, par instinct de protection pour mon fils, j'avais scellé ce pacte de silence. J'avais porté ce fardeau, seul, pendant toutes ces années, laissant les rumeurs du village s'éteindre d'elles-mêmes, inventant des excuses sur des problèmes d'inondation ou de moisissures toxiques pour justifier la condamnation de la pièce. J'avais tout fait pour protéger Éloi de la vérité sur ses origines, sur ce que son père avait fait pour que nous puissions garder cette maison. Et voilà comment il me remerciait, en essayant de me voler ma vie. Le bruit métallique de la clé s'insérant dans la serrure m'a ramené brutalement à la réalité. C'était un son rugueux, désagréable, le son du métal oxydé qui résiste. Éloi jurait entre ses dents, essayant de forcer le mécanisme récalcitrant. « Allez, saloperie, tourne !» murmurait-il, la voix déformée par l'effort et l'impatience. J'ai commencé à descendre les marches, une par une, m'agrippant à la rampe si fort que mes jointures blanchissaient. La fraîcheur humide de l'arrière-cuisine a enveloppé mes chevilles nues. Je n'avais même pas pris le temps de mettre mes chaussons. Le contact de la pierre froide sous la plante de mes pieds m'a ancré dans le moment présent. Il fallait que j'arrive en bas avant qu'il ne parvienne à ouvrir. Soudain, un clac lourd et sourd a résonné dans la petite pièce. Le mécanisme, grippé par 20 années de silence et d'humidité, avait fini par céder sous la force de mon fils. Éloi a poussé un petit rire étouffé, un rire de triomphe pathétique. Il a pesé de tout son poids sur la poignée en fer et a poussé. La porte a gémi, un long grincement lugubre, comme si la maison elle-même protestait contre cette violation. Une odeur puissante, un mélange de terre humide, de salpêtre, de bois pourri et de renfermé, s'est immédiatement échappé de l'entrebâillement, me prenant à la gorge. C'était l'odeur du passé que l'on déterre. Il a sorti son téléphone portable de sa poche, ce n'était pas le mien, qu'il avait volé plus tôt, mais le sien, et a allumé la lampe torche. Le faisceau lumineux, d'un blanc pur et artificiel, a percé les ténèbres de l'escalier en colimaçon qui plongeait dans les entrailles de la terre. Ce n'était pas une cave ordinaire. C'était une ancienne carrière de pierre datant de l'époque romaine, creusée à même la roche des Alpilles, un endroit froid, vaste, où les ombres semblaient prendre vie à chaque mouvement de lumière. Éloi a hésité une fraction de seconde, peut-être intimidé par l'atmosphère oppressante du lieu, puis il a entamé sa descente, ses pas résonnant lourdement sur la pierre nue. Je suis arrivé devant la porte ouverte. Je me suis arrêté sur le seuil, frissonnant dans mon gilet de laine fin. La noirceur en bas semblait m'appeler, me défier. J'écoutais ses pas s'éloigner, descendre de plus en plus profondément. Je devais prendre une décision. Si je fermais la porte et tournais la clé, je l'enfermais. Je pouvais appeler la police, leur montrer les faux documents médicaux qu'il avait laissés dans sa sacoche en haut, leur dire qu'il avait essayé de me droguer. Je pouvais le détruire judiciairement, mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas la justice que je voulais. C'était qu'ils comprennent. Je voulais qu'ils ressentent la même dévastation, le même effondrement de toutes ces certitudes que ce que j'avais ressenti dans la cuisine. Je voulais qu'il voie de ses propres yeux ce qu'il s'apprêtait à détruire avec sa mise sous tutelle. J'ai posé le pied sur la première marche de la cave. La pierre était glaciale, couverte d'une fine pellicule de poussière poisseuse. Je me suis engagé dans l'escalier en colimaçon, m'appuyant lourdement contre la paroi rocheuse humide pour ne pas tomber. L'obscurité était presque totale,
Seule la lueur vacillante de la lampe torche d'Éloi, tout en bas, m'indiquait la direction. La descente a été un calvaire silencieux. Mes genoux me faisaient atrocement souffrir. Chaque pas envoyait une décharge de douleur dans le bas de mon dos. Mais la colère, cette colère froide et implacable qui m'habitait depuis que j'avais recraché ces maudites pilules, agissait comme le plus puissant des analgésiques. Je descendais dans l'abîme familial, prête à affronter le monstre que j'avais nourri. Quand je suis enfin arrivé en bas, la respiration courte, le souffle rauque, je me suis caché derrière un énorme pilier de pierre qui soutenait la voûte. La cave était vaste, séparée en plusieurs alcôves. L'air y était lourd, difficile à respirer. Éloi se tenait au centre de la pièce principale. Le faisceau de sa lampe balayait l'espace frénétiquement. Il y avait de vieux tonneaux éventrés dans un coin, des outils de vigneron rouillés accrochés au mur, recouverts d'épaisses toiles d'araignées blanchies par la poussière. Il semblait chercher un coffre, un tonneau scellé, quelque chose d'évident. Il tournait en rond, pestant à voix basse. « C'est pas possible, il n'y a rien, c'est que des déchets. » maugréait-il, balançant un coup de pied rageur dans un seau en fer blanc qui est allé percuter le mur dans un fracas étourdissant. Et puis, le faisceau de sa lumière s'est arrêté net. Il venait de balayer le fond de la dernière alcôve, celle qui était la plus dissimulée, celle que Pierre avait aménagée avec un soin particulier. Éloi s'est figé. Il a lentement avancé, braquant la lumière fixement devant lui. Je me suis penché hors de ma cachette, le cœur battant à tout rompre. Il se tenait devant un mur qui semblait différent des autres. Ce n'était pas de la roche naturelle. C'était un assemblage de briques rouges, manifestement maçonnées bien après la construction de la cave. Au centre de ce petit mur de briques, une cavité avait été aménagée, recouverte par une lourde plaque de métal rivetée. Ce n'était pas un coffre-fort classique, c'était un abri, un sanctuaire d'une morbidité absolue. Éloi a posé son téléphone sur un tonneau retourné pour avoir les mains libres, dirigeant la lumière droit sur la plaque. Il a cherché quelque chose pour faire levier. Il a ramassé une vieille barre à mine rouillée qui traînait au sol. Son souffle s'accélérait, résonnant dans le silence de mort de la cave. Il a glissé l'extrémité plate de la barre sous le rebord de la plaque métallique et a forcé de toutes ses forces. Les veines de son cou saillaient. Le métal a crissé, la maçonnerie environnante a commencé à s'effriter, de petites particules de mortier tombant sur le sol en terre battue avec un bruit de pluie fine. Avec un dernier grognement d'effort, la plaque de métal a cédé, tombant lourdement sur le sol dans un bruit assourdissant de ferraille. Un nuage de poussière grise s'est élevé de la cavité sombre. Éloi a toussé, agitant la main devant son visage, reculant d'un pas. Il a attendu quelques secondes que la poussière retombe, puis il s'est penché en avant, plissant les yeux pour voir ce qui se trouvait à l'intérieur. Il s'attendait à voir briller de l'or, à trouver des liasses de billets de banque ou les documents qui l'enrichiraient instantanément. Mais je savais très bien ce qui l'attendait. Je savais ce qui reposait là depuis 40 ans. Je l'ai vu tendre la main à l'intérieur de la cavité. Ses doigts ont frôlé l'objet. Il l'a attrapé et l'a tiré lentement vers la lumière crue de la lampe torche. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas un bijou. C'était une petite boîte en bois noir, laquée, abîmée par le temps et l'humidité, et à côté d'elle, un épais dossier relié par un ruban de velours rouge, usé et décoloré. Il a posé la boîte sur le tonneau, juste sous la lumière, et a dénoué le ruban du dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Il a ouvert la première page. J'ai vu son expression changer. De la curiosité avide, son visage est passé à l'incompréhension, puis au choc absolu. Ses yeux parcouraient les lignes écrites à l'encre noire, cette écriture inclinée et nerveuse que je reconnaissais entre mille, l'écriture de son père. La couleur a quitté le visage d'Éloi. Il est devenu aussi pâle que les murs de craie qui nous entouraient. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Il a lâché le document qui est tombé sur le sol sale. Ses mains se sont portées vers la petite boîte noire. Il l'a ouverte avec une lenteur terrifiante. À l'intérieur, il y avait un objet, un simple objet du quotidien, inoffensif en apparence, mais qui, accompagné de ses lettres, détruisait chaque certitude, chaque mensonge sur lequel j'avais bâti sa vie pour le protéger. La respiration d'Éloi s'est bloquée. Il est tombé à genoux sur la terre humide,
fixant l'objet dans la boîte avec une horreur totale, comme s'il regardait un fantôme. Il était brisé. Le plan qu'il avait conçu dans la cuisine n'avait plus aucune importance. Plus rien n'avait d'importance. C'était le moment de me révéler, le moment de reprendre le contrôle de mon histoire. J'ai fait un pas hors de l'ombre de mon pilier. Le bruit de ma semelle nue sur un petit caillou a résonné comme un coup de feu dans le silence glacial de la cave. Éloi a sursauté violemment et a tourné la tête vers moi, les yeux écarquillés par la terreur et l'incrédulité, comme s'il voyait un spectre jaillir des ténèbres. Je me suis tenue bien droite, malgré la douleur, malgré le froid, illuminée par les reflets rasants de la lampe torche. J'ai plongé mon regard dans le sien, ce regard rempli d'une détresse nouvelle, d'une vulnérabilité qu'il n'avait plus montrée depuis l'enfance. J'ai pris une lente et profonde inspiration, sentant l'odeur de la terre humide remplir mes poumons, et, d'une voix parfaitement calme, d'une voix qui ne tremblait absolument pas, j'ai prononcé les premiers mots qu'il n'aurait jamais dû entendre cette nuit-là. « Tu pensais vraiment, Éloi, tu pensais vraiment que je ne me souviendrais de rien ?» Mais ce qu'il a balbutié en réponse, la phrase brisée qui a franchi ses lèvres tremblantes alors qu'il me regardait depuis le sol, a failli me faire perdre l'équilibre. Et là, dans l'obscurité de cette cave, j'ai compris que mon secret, celui que je croyais enfoui, cachait une vérité encore plus sombre que je ne l'avais moi-même imaginée. Le silence qui a suivi ma question était si lourd, si dense, qu'il semblait absorber l'air même de la cave. Éloi, agenouillé dans la poussière grise, le visage éclairé par le faisceau brutal de sa lampe torche, me regardait comme si j'étais une apparition. Ses mains, celles-là même qui avaient glissé les somnifères dans ma tisane quelques heures plus tôt, tremblaient violemment au-dessus de la petite boîte en bois noir. Il a dégluti difficilement. Ses lèvres sèches se sont entr'ouvertes, et, d'une voix qui n'était plus celle de l'homme arrogant en costume de la cuisine, mais celle d'un petit garçon terrifié, il a balbutié « Ce nom ? Sur ce certificat de naissance. Agnès. Qui est cette femme ? Et pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas ton nom ?» Il ne m'avait pas appelé « maman ». C'était la première fois depuis 40 ans. Je me suis avancé lentement, mes pieds nus foulant la terre froide et humide. Je me suis arrêté à 1 mètre de lui, dominant sa silhouette effondrée. L'odeur de salpêtre et de vieux papier remplissait mes narines. C'était l'odeur de la vérité, enfermée ici par un homme lâche, son père, qui n'avait jamais eu le courage de faire face à ses propres erreurs. Cette femme, Éloi, ai-je commencé, ma voix résonnant doucement contre les voûtes de pierre. C'est ta mère biologique. Une jeune femme de passage à Avignon. Pierre, mon mari, ton père, a eu une faiblesse, une liaison qui n'a duré que quelques semaines. Quand elle est tombée enceinte, elle n'a pas voulu de toi. Elle t'a déposé dans un couffin, sur le pas de notre porte, avec cette lettre que tu tiens dans tes mains, avant de disparaître pour toujours. Éloi a baissé les yeux vers le papier jauni par le temps. J'ai vu une larme, une seule, couler sur sa joue pâle et s'écraser sur la lettre de rejet de celle qui lui avait donné la vie. Ce jour-là, ai-je continué, sentant une boule de larmes se former dans ma propre gorge, des larmes que je m'étais juré de ne pas verser. Mon monde s'est effondré. J'ai découvert la trahison de l'homme que j'aimais plus que tout. J'aurais pu le quitter. J'aurais pu exiger qu'il te place dans un orphelinat. C'était son erreur, pas la mienne. Mais quand je me suis penché sur ce couffin, quand tes petits doigts potelés ont attrapé mon index, mon cœur a pris une décision que ma raison rejetait. J'ai ravalé ma fierté de femme bafouée, j'ai essuyé mes larmes, et je t'ai pris dans mes bras. Pierre a fait faire de faux papiers, il a soudoyé un médecin, et nous t'avons déclaré comme notre fils légitime. J'ai passé ma vie entière à t'aimer comme la chair de ma chair. J'ai gardé ce secret dans les ténèbres de cette cave pour te protéger, pour que tu ne te sentes jamais comme un enfant de seconde zone, pour que tu ne connaisses jamais la douleur de l'abandon. Il a fermé les yeux, le souffle court, écrasé par le poids d'un sacrifice qu'il n'avait jamais soupçonné. « Et toi » ai-je murmuré, laissant enfin éclater toute la froideur de ma déception. « Toi, mon fils, tu as voulu me droguer, tu as voulu me faire passer pour folle,
Tu as préparé des papiers de mise sous tutelle pour m'enfermer dans un mouroir et vendre la maison qui t'a abrité quand ta propre mère n'a pas voulu de toi. Éloi s'est redressé brusquement, l'instinct de survie ou peut-être la pure avidité reprenant le dessus l'espace d'une seconde. Ses yeux se sont durcis, cherchant une faille. « Ça ne change rien », a-t-il craché, la voix tremblante mais défiante. « Adopté ou pas, je suis le seul héritier légal de Pierre. Les papiers sont dans ton bureau. Je suis le seul ayant droit. Si tu n'as plus toute ta tête, c'est moi qui gère le patrimoine. Et avec ce que j'ai vu ce soir, tes déambulations nocturnes, n'importe quel juge me donnera raison. » C'était là, le moment précis pour lequel j'avais rassemblé mes dernières forces. J'ai esquissé un léger sourire, un sourire triste, fatigué, mais empreint d'une paix absolue. Les papiers dans le bureau, Éloi. Cette vieille chemise bleue, j'ai secoué lentement la tête. Tu me crois vraiment assez sénile pour laisser les documents originaux de ma maison dans un tiroir que tu peux forcer avec un simple coupe-papier? Ce que tu as trouvé en haut, ce sont de vieilles copies annulées. Il s'est figé, la bouche entr'ouverte. Il y a 3 jours, ai-je poursuivi, savourant chaque mot, quand tu as commencé à me poser toutes ces questions insidieuses sur ma mémoire, quand tu as renvoyé ma femme de ménage en disant que je n'en avais plus besoin, j'ai compris ce que tu préparais. Je suis vieille, Éloi, je ne suis pas idiote. Alors, j'ai pris un taxi. Je suis allée chez Maître Fabre, le notaire de la famille en centre-ville. J'ai passé un examen médical complet avec un psychiatre assermenté qui a attesté de ma parfaite lucidité. Et ensuite, j'ai signé un acte de donation. La lampe torche, posée sur le tonneau, a vacillé légèrement, projetant des ombres monstrueuses sur le visage de mon fils. Une donation » a-t-il chuchoté, le visage décomposé. Oui, j'ai fait don de l'entièreté de ce domaine, de cette maison, de ces terres, à la Fondation des orphelins de Provence, ceux-là même qui accueillent les enfants abandonnés, comme tu l'as été. L'acte est officiel, enregistré et irrévocable. J'en ai conservé uniquement l'usufruit, ce qui veut dire que je peux y vivre en paix jusqu'à mon dernier souffle. Mais à la minute où je fermerai les yeux pour de bon, cette maison appartiendra à la Fondation. Tu ne toucheras pas un seul centime de cet endroit. Tu n'as plus rien, Éloi. L'héritage pour lequel tu étais prêt à détruire ta mère vient de s'envoler. Il a lâché la petite boîte noire. Elle a roulé sur le sol en terre battue. Il s'est effondré sur lui-même, recroquevillé dans la poussière, se tenant la tête à 2 mains. Il n'a pas crié. Il n'a pas hurlé. Il a juste gémi, un son pitoyable de bête blessée, réalisant que son propre piège s'était refermé sur lui. Il avait perdu sa mère. Il avait perdu son identité. Et il avait perdu sa fortune. Tout cela en une seule nuit, par sa propre faute. Je ne porterai pas plainte pour les somnifères, ai-je dit d'une voix neutre en me retournant vers l'escalier de pierre. Je ne veux pas voir le nom que je t'ai donné traîner dans les tribunaux, mais je veux que tu prennes tes affaires. Je veux que tu montes ces escaliers, que tu sortes de ma maison et que tu ne reviennes jamais. Ne m'appelle plus, ne m'écris plus. Pour moi, le petit garçon que j'ai élevé est mort ce soir, dans ma cuisine, au moment où il m'a tendu cette tasse de thé. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'en avais pas besoin. J'ai commencé à remonter l'escalier en colimaçon, laissant derrière moi l'obscurité, les secrets de Pierre et le fils que j'avais tant aimé. Chaque marche que je gravissais me semblait plus légère que la précédente. La douleur dans mon genou avait disparu. Je laissais mon fardeau dans la cave. Quand je suis arrivé dans ma cuisine, le silence était revenu. L'horloge à balancier continuait de tic-taquer, impassible. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer doucement dans la nuit. Pas de claquement de porte. Juste le départ fantomatique d'un homme brisé. J'ai jeté le reste de la tisane empoisonnée dans l'évier. J'ai rincé la tasse. J'ai allumé la bouilloire et je me suis préparé un nouveau thé, parfumé à la verveine de mon jardin. Je me suis assise près de la fenêtre. Dehors, le soleil commençait tout juste à poindre au-dessus des collines des Alpilles, teintant le ciel de Provence d'un rose doux et plein de promesses. L'air sentait bon la lavande et la terre propre. Pour la première fois depuis des années, je respirais librement. J'étais seule, oui, mais j'étais en sécurité. Et j'étais enfin chez moi. Vous savez, mes amis, on passe notre vie entière à nous sacrifier pour nos enfants.
on leur donne notre sang, nos nuits, notre jeunesse. Et parfois même, on pardonne l'impardonnable juste pour voir un sourire sur leur visage. On croit que l'amour d'une mère doit tout supporter, tout excuser. Mais cette nuit-là, j'ai compris que le véritable amour, c'est aussi savoir dire « stop ». C'est savoir se protéger quand celui à qui l'on a tout donné essaie de nous prendre le peu de dignité qu'il nous reste. Je vous ai ouvert mon cœur aujourd'hui, et je sais que parmi vous, derrière vos écrans, il y a des femmes qui ont connu des déceptions, des trahisons familiales, des enfants qui ont oublié le sens du mot gratitude. Je voudrais tellement vous entendre. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous trouvé la force de le laisser partir sans rien? Comment réagissez-vous quand l'amour familial se transforme en trahison? Vos histoires et vos opinions m'intéressent énormément. Prenez le temps de m'écrire juste en dessous. Lisons-nous les unes les autres pour nous donner du courage. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous avant tout, car personne d'autre ne le fera à votre place. Je vous embrasse tendrement depuis ma belle Provence et je vous dis à très bientôt.